Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre votre émission Entretien. Vous suivez Moutetesi Télévision. Nous disons merci pour votre inconditionnelle attention. Comme vous le savez, cette émission Entretien, chaque jour sur Moutetesi Télévision, nous recevons des personnalités politiques, des personnalités publiques, des personnalités sociales pour parler de la situation socio-économique et politique du pays. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons sur ce plateau un invité qui n'est plus à présenter. Il est là avec nous sur ce plateau. Il est de l'UNC, il est le porte-parole adjoint national de l'UNC, Monsieur Adrien Mouchoumon. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Adrien, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Paulin, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à pareil moment et qui nous écoutent. Vous n'êtes plus à présenter dans cette émission, vous arrivez le plus souvent, de temps en temps, vous êtes toujours notre invité. Avec vous, on a longtemps parlé de plusieurs questions, de plusieurs sujets. Cette fois-ci, avec vous, nous allons parler de cette tournée à Mani, initiée par le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, mais également le plan Kamerhe pour la sortie des crises à l'est de la RDC. Parlez-nous un peu, de manière un peu globale, c'était quoi la tournée à Mani? C'était quoi les visées de cette tournée? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de répondre à la question, vous remercier encore une fois pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir pour moi et pour mon parti de répondre à vos invitations. Donc voilà, je me devais de vous remercier pour ça. Alors, la tournée à Mani, oui. Le président Vital Kamerhe, après avoir passé 2 ans dans les geôles pour une histoire qui n'aurait pas dû l'amener en prison parce que nous avons suivi le procès alors qu'on nous promettait 2000 preuves inculpant le président Vital Kamerhe. Nous avons suivi le procès du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucune preuve qui a été exhibée démontrant que le président Vital Kamerhe aurait touché à un seul centime de la République. Heureusement que la justice congolaise, au finish, s'est ressaisie et a dit le droit en acquittant le président Vital Kamerhe et en le rendant finalement blanc comme neige. Et donc c'était important pour le président. Une décision qui semblait ne pas rencontrer la volonté de plusieurs qui voulaient le voir toujours coincé dans les geôles. Ah oui, ben justement, vous savez même Jésus-Christ, le Fils de Dieu et lui-même Dieu, il n'a pas été accepté totalement sur la terre des hommes. D'accord, donc c'est normal. Alors pour que je revienne sur le contexte dans lequel le président Vital Kamerhe s'est retrouvé, c'est qu'après les 2 ans, après qu'il ait recouvré la liberté, il y fallu qu'il vienne pour dire merci. Merci à l'ensemble de la population du Congo et plus précisément de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que cette population l'a porté au cœur. Cette population, pendant les 2 ans, a organisé des messes écuméniques, a organisé des marches pour dire le président Kamerhe, sa place n'est pas en prison. Nous avons suivi. Les jours de sa condamnation, nous avons vu des gens se brûler. Les autres prendre la ciguë ils sont morts pour dire simplement si Vital Kamerhe peut être condamné dans ce pays pour une histoire de vol alors que nous le connaissons pendant plus de 40 ans, il n'a jamais été cité dans une histoire louche, alors c'est le monde à l'envers. Et ils n'ont pas pu supporter. Donc Kamerhe est venu dire merci à cette population parce que seul Dieu sait si ceux qui ont voulu qu'il se retrouve dans cette situation n'auraient pas voulu qu'il meure. Il est venu dire merci à cette population. Et deuxièmement, il est venu justement pour dire oui, je dois vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Mais au même moment, ça brûle chez nous, à l'Est. Je viens également donner ma contribution en termes de réflexion, en termes de plan, pour que finalement nous puissions mettre fin à ce cycle infernal de guerre à l'est de la République du Congo. Et c'est dans ce contexte, effectivement, qu'il a présenté, partout où il a parlé avec la population, il a tenu 70 meetings à l'est du pays, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema et à Kisangani. Il a tenu 70 meetings et dans tous les meetings qu'il a tenus, il a présenté son plan pour dire, pour que nous puissions mettre fin à la situation de l'Est et plus précisément à cette nébuleuse question du M23 qui surgit presque chaque trimestre, nous devons parler clairement
avec ceux qui soutiennent ces groupes armés. Le président Kamere, connaissant la région et connaissant les acteurs, effectivement, il a dit, nous savons que le M23 qui nous attaque aujourd'hui a comme base l'Ouganda. C'est-à-dire les Makenga qui viennent nous attaquer ici, ils viennent de l'Ouganda. Et il sait effectivement, et nous le savons tous. Pas du Rwanda. Effectivement, laissez-moi parler. Et nous savons tous, il y a de preuves. Nous avons vu des vidéos. Et d'ailleurs, tout le monde le dit. Et le gouvernement congolais l'a déjà déclaré. Que le M23 reçoit les soutiens matériels et humains du Rwanda. Ouais. Et c'est comme ça que le président Kamere dit, pour que nous puissions sortir de cette situation, n'allons pas parler avec les M23. Parlons directement avec ces pays-là qui les soutiennent. Attaquons le vrai problème. Parce qu'en fait, si les problèmes du M23, si la revendication principale du M23 telle qu'elle nous a toujours présentée, parce que vous, comme vous le savez, la revendication du M23, c'est de dire il y a plus de 40 000 familles qui ont quitté leurs milliers, leurs entités, que ce soit à Masisi et à Rutshuru, et qui sont dans les camps au Rwanda, encore que ces camps, on ne sait pas les identifier, et que ces populations sont marginalisées, ils doivent rentrer chez eux au Congo. D'accord. Alors, okay. Adrien, vous parlez de la... Donc, vous revenez en gros sur la situation de la tournée à Mani. Justement. Alors, la tournée à Mani, selon vous, c'était pour apporter la paix. Justement, c'était pour, effectivement, c'était pour deux raisons, comme je l'ai dit. Attendez, visiblement, oui. Après la tournée, pour ne pas d'abord parler du contexte, après la tournée, semble-t-il que votre parti a été divisé d'abord sur cette volonté de Vital Kamerhe de rencontrer les pays qui soutiendraient, selon vous, les M23, d'abord sur cette décision et aussi sur des questions financières. Apparemment, cette question de la tournée à Mani aurait un peu bouleversé la quiétude au sein de l'INC. Bon, je serais content d'être informé parce que je n'en sais rien. C'est étonnant que je l'apprenne de vous, alors que moi-même, en tant que porte-parole du parti, porte-parole adjoint du parti, je n'en suis pas informé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'opposerait à une telle démarche, à moins qu'elle se soit un sadique au sein du parti. Je peux le citer? Oui, vous pouvez le citer. Kake Bulindi, il n'est pas de votre parti? Si, il est notre parti. Il a quitté l'INC pour cette décision, pour cette volonté de Vital Kamerhe de rencontrer, de proposer donc qu'il y ait dialogue. Faites comme ce que je fais, c'est-à-dire parler avec lui pour qu'il vous dise pourquoi il est parti. Ça n'a jamais été la question de la proposition du président Vital Kamerhe pour mettre fin à la guerre. Sinon, en ce moment-là, qu'est-ce que lui proposerait? Parce qu'en fait, il s'agit d'une proposition. Quand il propose le triangle où il dit le Rwanda d'un côté, l'Ouganda de l'autre côté, et le Congo là-bas, le M23 au milieu, et ces deux pays-là soutiennent le M23, nous devons parler avec eux pour que nous puissions finalement mettre fin à la question du M23. C'est lui qui s'oppose à ça, qu'est-ce qu'il propose? D'accord, alors, à vous attendre parler, oui. C'est très bien que vous avez fait aussi de bonnes écoles. Mais justement. Et justement, puis, moi, on m'a appris un mathématique problème, je crois, à l'école primaire, oui. Que pour résoudre un problème, il faut une formule. Oui. Et pour Vital Kamerhe, la formule était les dialogues. Oui. Combien de dialogues faudra-t-il en RDC pour qu'il y ait vraiment la paix? D'abord, je veux préciser que dans le plan Kamerhe, il n'y a pas que les dialogues. Parce que le plan Kamerhe D'abord pour les dialogues, parce qu'on en a eu assez en RDC, les problèmes persistent. Oui, mais donc les dialogues que nous avons eus, n'est-ce pas, ce sont des dialogues qui n'ont pas été, à mon avis, très bien pensés dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, si même nous allons dans la logique du dialogue comme il est aujourd'hui demandé, parce que j'ai suivi les conseillers, hein, l'envoyé spécial du président de la République dans la communauté de pays de l'Est, qui a dit que pour que les M23 soient invités sur la table à Nairobi, ils doivent d'abord déposer les armes et abandonner les positions qu'ils occupent. Ça s'appelle quoi ça? C'est le dialogue. Mais nous disons, c'est bien bon, mais parlons plutôt avec ces pays-là, qui veulent venir chez nous par de fenêtres. Parlons avec eux pour dire, messieurs, vous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que regardez, Paulin, comment vous pouvez concevoir que le Rwanda soit déclaré le premier producteur de coltan au monde, alors que nous savons que ces petits pays-là n'ont rien dans son sous-sol? Comment vous pouvez comprendre ça? On vous dit que c'est le deuxième pays ou le premier producteur de cassiterite. Par quelle formule? Bon,
Tout ça, vous pouvez... Non, voyez-vous. Attendez, suivez mais c'est comme ça que je vous dis, Paulin. D'accord. Parlons avec ces pays-là. Il s'est fait qu'ils sont pauvres. Mais il s'est fait qu'ils envient ce que nous avons. Ils veulent devenir riches. Mais il faut qu'on parle avec eux pour leur dire, oui, il est possible d'avoir ce que vous voulez. Mais dans le sérieux, dans la normalité. Ayons des accords. Comme ça, nous savons que le Rwanda viendra exploiter ceci ou cela au Congo et pas vous cacher derrière des raisons qui ne tiennent pas. Parce qu'ils disent, par exemple, qu'ils soutiennent l'M23. Parce qu'effectivement, il y a une population congolaise marginalisée. Les Tutsis, ou c'est pas moi, tout ce que vous avez entendu également. Mais écoutez, ça n'a pas de sens. Alors, parce que cet exercice a été fait un peu. Écoutez un peu cette question. Écoutez, Paulin. Quelqu'un dit qu'il est venu de Massissi. Écoutez d'abord ma question. Répondez-moi, Paulin. Quelqu'un dit qu'il est venu de Massissi. On va y revenir. Mais vous ne savez pas savoir d'où exactement Massissi. Vous ne savez pas situer la parcelle où la personne a vécu à Massissi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ma question est la suivante. Que dire maintenant de ceux-là qui pensent que les M23 seraient en train de s'appuyer sur la proposition du dialogue de Vital Kamerhe pour tenir contre les FARDC? Parce que hier même, ils ont négocié, ils ont encore voulu, ils ont manifesté cette volonté de vouloir dialoguer avec le gouvernement. Vous pouvez lire leurs tweets, ils demandent toujours au gouvernement congolais de dialoguer plutôt avec eux. Maintenant, vous, au niveau de l'UNC, que dites-vous par rapport à cette prise de position du M23 et que répondez-vous à ceux-là qui pensent qu'il faut vraiment que... Donc, le M23 s'attelle beaucoup plus à cette proposition de Vital Kamerhe de dialoguer avec eux pour quitter Bunagana? Non, vous ne dites pas vrai parce que moi j'avais suivi les porte-paroles du gouvernement, le ministre de la Communication, qui avait dit justement que d'ailleurs à part lui, je vous ai même parlé de l'envoyé spécial du chef de l'État. Évidemment. Alors ils ont dit clairement que le M23, pour que le M23 soit invité sur la table de dialogue à Nairobi, parce que les pourparlers de Nairobi n'ont jamais été suspendus jusqu'à maintenant. Évidemment. Alors si le M23 veut parler avec le gouvernement congolais, ils doivent déposer. Ils doivent suivre effectivement les préalables posés par le gouvernement congolais. C'est-à-dire, ils doivent déposer les armes et ils doivent abandonner les positions qu'ils occupent pour l'instant. C'est cela, c'est plus simple que ça, que de vouloir habiller une raison qui ne tient même pas debout, dans le sens de dire c'est parce que Kamerhe aurait demandé un dialogue. D'ailleurs, pour parler de Nairobi, ont commencé avant même que le président Kamerhe n'arrive ici. Et donc, ils sont toujours invités sur la table de négociation, mais avec de préalables. Alors, des dialogues en dialogue, à quoi cela profite au peuple congolais? C'est pourquoi, dans notre logique, dans la logique du président national de notre parti, l'honorable Vital Kamerhe, en parlant avec les deux pays-là, le Rwanda et l'Ouganda, nous sommes certains que nous n'allons pas aboutir aux mêmes conclusions. Lesquelles conclusions ont rendu notre armée ce qu'elle est? Je ne peux pas cracher sur les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo, mais nous savons qu'il y a un grand travail à faire en termes de réforme. Parce que l'armée que nous avons, quelque part, c'est une armée fragmentée. Ce n'est pas une armée en tant que corps. C'est-à-dire, c'est une histoire de gens. Quelqu'un, il se réveille, il commence son mouvement rebelle, il se tape le grade de général. Demain, il va sur la table de négociation, on accepte son grade et pouf, il est bluetoothé dans l'armée. Et celui-là, il répond de qui? Il répond de celui qui l'aurait facilité pour entrer dans ne voyez-vous pas que cela fragilise de plus en plus? Évidemment, c'est comme ça que nous disons que nous devons parler avec ceux qui les soutiennent. Parce que ceux qui les soutiennent ne vont pas venir nous dire que nous puissions prendre l'air militaire et les mettre dans notre armée. D'accord. Une petite détente. Il y a, vous avez dit vous-même, Vital Kamerhe, dans la tournée à Mani, a tenu 70 meetings. Oui. Dans les 70 meetings, je ne pense pas l'avoir écouté, cité ou bien parlé même une seule fois le nom du président Félix Tshisekedi. On peut sous-entendre quelque part là qu'il y a un divorce entre ces deux personnalités. Les journalistes, vous également, vous aussi. Est-ce que le président Vital Kamerhe est le porte-parole du président de la République? Est-ce qu'il était tenu de venir donner un message du chef de l'État? D'abord, je dois vous préciser qu'avant de venir dans la tournée à Mani, le président Vital Kamerhe s'est rencontré avec son allié, le président Tshisekedi, à Bruxelles. Ils ont parlé de la tournée à Mani. D'ailleurs, il a eu le quitus du président de la République.
il l'a soutenu dans le sens de dire, ok, je vous encourage, parce qu'effectivement, le peuple vous a porté pendant ces 2 années, et quand le chef de l'État avait dit ici qu'il espérait que le président Kamere... Il fallait quand même une seule fois dire cela. Cette tournée bénéficie quand même de la bénédiction du président de la République. J'aurais voulu savoir c'est quoi votre intention quand vous insistez sur le fait que le président Vital Kamerhe devait venir dire, comme si le président Tshisekedi manquait les gens pour transmettre ses salutations et consorts, devait venir impérativement dire les chefs de l'État vous saluent. Mais enfin... Toutes les fois que Vital Kamerhe le faisait, le président Tshisekedi n'avait pas de gens qui pouvaient le faire. Non, mais attends. Si la mission lui a été confiée, si par exemple le chef de l'État dit « Vous partez à l'Est, je vous charge de dire ceci, je vous charge de faire ceci », eh bien, ce sera fait. Est-ce que vous avez appris que le chef de l'État aurait demandé au président Kamerhe de venir transmettre un message et que le président Kamerhe aurait refusé? Ça veut dire, quelque part, la tournée à Mani n'a pas eu le quitus du président. Ah bon? Alors qu'ils ont été ensemble avant qu'ils ne viennent ici, alors qu'effectivement il avait annoncé qu'il devait venir avant et qu'il n'était pas venu. Nous savons que c'est parce qu'il n'avait pas encore rencontré le chef de l'État. Et d'ailleurs, je vous informe que le plan pour la sortie des crises ou la fin de la guerre à l'Est, ce plan-là n'est pas encore mis sur la place publique. Pourquoi? Simplement parce que même le président Kamerhe n'a même pas encore tenu un point de presse pour parler de ce qui s'est passé, de ce qu'il a constaté. Parce qu'en fait, il est rentré avec 1500 mémorandums. Et les mémos, ce ne sont pas des messages de félicitations ou des messages des messages de joie. Ce sont des revendications. Ce sont des revendications. Les mémorandums, ce sont des revendications. Les vaches, tout ça, là n'est pas mon problème. Si je te donne un cadeau, ne venez pas en parler comme sur les médias. Et donc, les mémos qu'on lui a donnés, ce sont des messages. Et je suis certain qu'il y a des messages importants en termes de demande de la population qu'il faut transmettre au chef de l'État. Et c'est comme ça que le président Kamerhe a réservé la primeur au chef de l'État. Ils se sont déjà rencontrés après la tournée? Et c'est pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas encore la copie du plan de sortie de crise. Parce que le chef de mon parti, le président Vital Kamerhe, réserve la primeur au chef de l'État. Allons-y lentement, en tant que des scientifiques. Vital Kamerhe est venu quelque part sans la bénédiction, laissez-moi parler, sans la bénédiction du président de la République. Selon vous, effectivement. Il devrait normalement, s'il avait reçu la bénédiction du président de la République, il devrait normalement, à son arrivée, en toute urgence, lui dire, je viens de l'Est, voici les mémorandums de la population de l'Est. Il attend quoi pendant tout ce temps? Alors, monsieur, ne me surprenez pas quand même désagréablement, Paulin. Donc, c'est-à-dire que vous pensez vraiment que le chef de l'État, un chef de l'État a des amis. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un ami, ils doivent s'appeler, se voir quand et comme lui, Kamerhe veut. C'est son allié. Non, mais enfin, il s'agit quand même du président de la République. Il s'agit d'une institution de la République. La plus grande et la haute. Et effectivement. Et le président Kamerhe ne gère pas l'agenda du chef de l'État. Ça veut dire qu'il doit répondre à une invitation du chef de l'État, qu'il doit répondre au rendez-vous du chef de l'État. Ce n'est pas à lui d'improviser. Ok? Et vous le suivez d'ailleurs, partout où il est en train d'aller. Alors, est-ce qu'il faut qu'il le suive partout pour dire, monsieur, j'exige que l'on puisse discuter sur la tournée à Mani? Logiquement, attendez, parce que vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose qu'il faut qu'on puisse laver. En fait, le président Kamerhe a rencontré son allié, le président de la République, Félix, à Bruxelles, avant de venir à l'Est. Et aussitôt qu'il est rentré à Kinshasa, il a informé au chef de l'État, il attend effectivement qu'il se rencontre avec le chef de l'État pour qu'il discute de ce qu'il a entendu, des messages qu'on lui a donnés et de sa proposition, pour qu'il nous remette sa proposition, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas que le volet diplomatique, il y a aussi le volet militaire, où le président Kamerhe demande à l'ensemble du peuple congolais de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il peut avoir cette volonté-là, mais il faut que nous tous, nous ayons un iota de volonté de soutenir nos forces armées. Parce qu'au même moment, regardez l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous réservons à l'armée congolaise en termes de quotas? C'est combien de pourcentage? Combien de pourcents? Je crois que si ce n'est pas 3%, c'est 0,3% dans le budget national. Il faut 3%. Il faut que nous puissions effectivement montrer cette volonté à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'on crie à tout le temps que bon voilà, nos forces armées, nous les soutenons et au même moment nous ne faisons rien. J'ai comme l'impression d'ailleurs que le chef de l'État a une certaine volonté de mettre fin à cette question de la guerre à l'Est. Mais j'ai aussi comme l'impression qu'il n'a pas vraiment totalement le soutien du gouvernement.
Je ne sens pas Lukonde et son gouvernement dans ça. Je ne sens pas en tout cas. Et on est devenus tous comme des observateurs, on attend ce qui se passe, et puis bon voilà, on ne sent pas des mesures fortes du gouvernement. Il n'y a pas l'engagement du gouvernement. Alors ça, je crois qu'il faudrait que, sérieusement, que le chef de l'État regarde autour de lui. Alors je comprends rien en tout cas. Il n'y a pas l'engagement du gouvernement. Moi, j'ai dit que je ne sens pas. Selon ce que vous sentez. Je ne sens pas l'engagement du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, selon vous, que le gouvernement fasse pour que vous sentez vraiment qu'il y a cet engagement du gouvernement? Bon, d'abord, nous avons suivi, depuis que cette guerre a commencé, nous avons suivi les difficultés que rencontrent nos forces armées sur le terrain, en termes, effectivement, de moyens. Il est vrai que nous avons également suivi qu'il y a eu même détournement de l'argent qui était destiné à l'état de siège. Cet état de siège dont nous avons dit à l'UNC qu'il devait être évalué. Parce que malheureusement, vos députés à l'Assemblée nationale continuent à voter pour sa prorogation. Vous pensez que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, tout ce qui s'y présente, votent pour la prorogation? Non. Et comment ça passe? Non, effectivement, parce qu'il y a une majorité. Nous ne pouvons pas demander aux gens, nous ne pouvons pas les fouetter pour qu'ils décident autrement. Encore que nous avons simplement proposé qu'il y ait évaluation de l'état des sièges. Parce que, écoutez, par exemple, avant-hier, j'ai appris qu'un policier a été visité par 40 voleurs. Il a été giflé. Vous imaginez ça? Sous état des sièges. Des armées étrangères viennent se pavaner chez nous sous état des sièges. Il faut qu'on évalue l'état des sièges. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui a été fait. Quelles sont les priorités? Sous état de siège, nous avons appris qu'un jeune a perdu sa vie à Goma. Un chauffeur. Parce qu'il fallait maximiser les recettes. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'état de siège? Alors, revenons un peu sur la tournée à Mali. Oui. Les résultats, à quand, en tout cas, on saura les palper? Bon, je crois que le chef de l'État, j'ai suivi, il a été désigné facilitateur pour le Tchad, pour mettre fin au conflit tchadien. Je pense que ceux qui ont jeté leur dévolu sur lui, ils sont en train également de suivre la situation sécuritaire au Congo. C'était pas une moquerie selon vous? Non, j'ai dit seulement que je pense qu'ils sont en train de suivre la situation sécuritaire au Congo et qu'ils vont à un certain moment lui dire: vous avez accepté de faire la médiation pour qu'il y ait la paix dans un pays X, mais faites de même chez vous. Donc, je pense que c'est aussi ça. Le chef de l'État sait pertinemment bien qu'il y a un travail qu'il faut que nos forces armées fassent sur le terrain, et j'apprécie le travail qu'ils font. Automatiquement, vous faites une symbiose entre la tournée à Mani et le fait que le président soit nommé comme facilitateur. Non. Parce que la question était celle de savoir à quand les résultats pour cette tournée. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train d'insinuer quoi que ce soit ce que vous imaginez. Je vous trouve très intelligent, mais un peu malin aussi. Je voudrais que vous puissiez plutôt retenir que le président Kamere a tant discuté froidement avec le chef de l'État sur le plan de sortie de crise que lui a proposé, le triangle. Et je suis convaincu que nos forces armées vont se comporter très bien sur le terrain. Parce que vous savez, si nous avions une armée très très puissante et si nous avions une population très engagée, vous avez suivi à l'époque, Billy Kambale avait proposé que tous les jeunes Congolais qui finissent les humanités fassent une formation militaire. Ouais. Vous savez, si nous étions un pays de jeunes qui sont passés par la formation militaire, ces petits pays ici ne pouvaient pas venir ici se moquer de nous, venir blaguer avec nous, parce qu'ils auront su que quand vous entrez là-bas, vous avez affaire à des militaires. C'est des jeunes en tenue civile, mais c'est des militaires. Vous voyez? Et donc, ce genre de propositions, nous le faisons. C'est maintenant aux décideurs, par exemple, pour cette proposition, c'était à l'Assemblée nationale d'envaliser. Mais cette proposition traîne dans les tiroirs de l'hémicycle. Et donc, je suis convaincu que non seulement que nos forces armées qui sont en train de se comporter bien jusque-là sur le terrain, parce que si tel n'était pas le cas, je suis convaincu que les rebelles
ce serait déjà emparé de la ville. Ce serait déjà emparé de plusieurs entités, mais je pense qu'il y a un bon travail qui a d'être fait. Je demande effectivement à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de commande de faire de cette question une urgence. Pour que nos forces armées, pour que nos forces armées ne manquent de rien sur le terrain. Mais si ça ne dépendait que de moi également, j'aurais demandé également au président de la République et au commandant, qu'est-ce que je dis, au chef d'état-major général des forces armées de la République, de venir à l'Est, de venir au Nord Kivu, de venir à Goma. Nous avons fait de ça également une promesse de campagne. Ça peut être une bonne occasion qu'ils viennent également à Goma pour venir suivre de plus près la situation sécuritaire et humanitaire. Parce que nous avons suivi hier, 3 personnes ont perdu la vie dans les camps des déplacés de Bunagana, à Rutshuru, pour choléra. À Rwassa peut-être. Voilà. À Rwassa, oui. Alors ça devient compliqué. Les gens vont fuir la guerre dans leurs entités pour aller mourir dans les camps. Alors il faut qu'on suive cette question. On passe dans les 3 bonnes minutes qui nous restent. On passe, en fait, avant de passer à la conclusion, peut-être vous avez donné des messages aux autorités, au peuple congolais. Donc, c'était bon déjà. Mais on aimerait savoir, selon vous, que doivent faire les personnalités politiques. Oui. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui avait déclaré haut et fort que les députés seraient en train de soutenir les groupes armés. Maintenant, selon vous, quel message peut-être, ou bien quelle attitude doivent prendre non seulement les députés, mais les personnalités politiques en cette période où nous sommes agressés? Alors, cette période, elle est bonne pour nous tous de nous mettre ensemble. La question de la sécurité nationale, elle n'a pas d'opposition, elle n'a pas d'opposition de majorité. Tous, mettons-nous ensemble pour mettre fin à cette question de l'insécurité à l'est, de la guerre à l'est du pays. Ce n'est pas normal que nous soyons en train de festoyer partout et que nous puissions nous émouvoir dans tout ce que nous voulons dans la capitale et partout au pays, et que nous savons pertinemment bien qu'il y a nos frères, nos compatriotes qui perdent leur vie à l'est du pays. Il est temps, et même Simboso avait dit justement qu'il y avait des députés qui étaient en mèche avec les groupes armés, le mieux serait de les livrer. Le mieux serait de lever leurs immunités pour qu'ils soient poursuivis par la justice. Nous, c'est ça, traité, comme il a toujours l'habitude de dire. Alors, il ne faut pas qu'on s'amuse à annoncer des histoires et que par la suite, il n'y ait pas de logique. Nous sommes très mal à l'aise de savoir que les députés qui touchent autant d'argent se retrouvent encore en train de soutenir les groupes armés. Avec l'argent du contribuable. Donc, c'est important que tous nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions soutenir nos forces armées, les moins que nous le pouvons, chacun, en tout cas les moins qu'il le peut, pour que nous puissions remporter cette guerre. Cette guerre ici, c'est une guerre d'agression, mais c'est aussi une guerre dangereuse parce que c'est aussi une guerre qui viserait également notre territoire congolais. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'avons qu'un seul sol. Et donc, ensemble, mettons-nous main dans la main pour que nous puissions soutenir nos forces armées. Et lorsqu'il sera important que nous puissions parler avec ces pays-là, que nous puissions nous regarder droit dans les yeux et que nous puissions leur dire « Attention, messieurs, vous devez mettre un peu d'eau dans votre vin parce que nous avons également un peuple qui peut se mettre debout comme nous l'avons fait dans le passé pour dire « Messieurs, même si nous sommes des voisins, nous pouvons faire également mal. » C'est la fin et c'est par là que nous disons donc merci à Adrien qui a accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle qu'il est le porte-parole national adjoint de l'INC de Vital Kamerhe. Vous l'avez écouté pendant les 30 bonnes minutes de cette émission Entretien. Nous avons parlé, nous avons discuté avec lui. C'est vrai, nous l'avions un peu taquiné. Il s'est débrouillé pas mal comme il en a toujours l'habitude. Avec lui, on a parlé de la tournée Amani initiée par Vital Kamerhe et les plans Kamerhe pour la sortie de crise à l'est de la RDC. Au nom de toute l'équipe technique de Moutetesi Télévision qui a concouru à la réalisation de cette émission, je suis en train de vous remercier. Je vous demande également, vous tous qui allez nous suivre sur vos smartphones et sur vos télévisions, particulièrement sur vos smartphones, d'aimer notre page Moutetesi Télévision, de partager cette émission et d'appeler les autres personnes à les suivre massivement. D'ici là, portez-vous bien.